Il est toujours bizarre de ficher son identité en quelques mots, mais il est quand même nécessaire que m'y situe à moi pour situer mon causement. Il est vrai qu'on a l'habitude de présenter à moi comme un homosexuel, cisgenre fluide, versatile. The Réole est d'un milieu populaire, on va dire, un milieu lacour, quoi. Et voilà, donc il est artiste, chercheur décolonial et activiste queer. Donc il vient d'un mon oreille, histoire dans le pays lafré, et d'un papa réunionnais à la même. Il est vrai que voilà, mon nom a pu vivre des formes d'oppression, tout comme mon papa, évidemment assez différents, mais il existe, il est présent. Donc mon expérience comme métisse de Réole a pu faire vivre à moi dans cet entre-deux-là, c'est-à-dire mais il n'est pas vraiment blanc, mais il n'est pas vraiment noir, et donc comment la fabriquer d'autres formes d'oppression, puisqu'il s'agit justement de parler de ça. Et moi, ma consentisme aux bonnes origines, assez tard finalement, c'est quand m'a gagné l'occasion de sauter la mer pour aller dans l'Hexagone, que voilà, m'a fait face à mes bonnes origines. Parce que moi, m'a toujours vu à moi comme un monde blanc, ici à La Réunion en tout cas, si je me compare à moi avec mon bon frère. Et moi, m'a longtemps été construit pour penser que ma blanchité, enfin, le peu de blanc que là, enfin, ma part de blanc en tout cas, qu'elle était comme un affaire, qu'elle était bien, une affaire qu'elle était mieux que d'être noire en tout cas. En tout cas, qu'elle était signe de réussite. Et même que nous t'assimile, en tout cas moi m'a longtemps assimilé, mais ça c'est une forme de construction, c'est que le noir a la saleté, le blanc a quelque chose de plus propre, plus parce que finalement quand moi il était à la case mon mémé t'appelle à moi mon petit caf. Et mon petit caf c'est un petit nom gâté. Et moi il voulait absolument pas qu'il était renvoyé à moi à ça, parce que moi il ne te voit pas moi comme un caf, mais il te voit à moi comme un monde blanc. Donc il te demande à lui d'appeler à moi mon petit blanc. Donc avec le temps je me rends moins compte que enfin c'est pas un hasard tout ça. Et même dans la langue créole, elle a toujours fait croire à moi que c'était pas un bon affaire, qu'il fallait parler en français pour être vu comme un monde intelligent, un monde cultivé. Et là, tout de suite, malgré tout, avec le recul, je me rends compte qu'il fabrique une forme de hiérarchie. C'est qui gagne bien parle français, c'est ça qui va mieux réussir à l'école, qui va avoir un avenir, tandis que ça qui ne gagne pas parle français, ou en tout cas il parle moins bien, ou il parle en créole, n'a moins de chances de réussir. Et ça, cette hiérarchie-là, il est fabriqué un peu comme ça. Alors d'aujourd'hui, c'est un problème pour moi, parce que il est vrai que moi, il parle dans les deux langues, mais il ne parle pas parfaitement français, il ne parle pas parfaitement créole. Donc il est vraiment dans cet entre-deux-là, et il est vu comme un handicap. Donc on a ça, cette part-là, mais on a aussi évidemment la question de l'oppression hétérosexuelle. Enfin, ce qu'il faut dire, c'est que ici, là, Nena, une vraie haine envers les minorités sexuelles et la pluralité des genres. Et il pose un problème, et un très gros problème, surtout quand il fait croire à eux que c'est plus un problème, justement. Et ça, l'est insupportable, ce bon monde-là, qui ne vivent pas ce bonne oppression-là, il vient dire à eux que nous vient victimiser à nous. Et ça il pose vraiment problème. Tout simplement, déjà, moi, il me demande à moi qui ça ou l'est pour venir diminuer ce que moi m'y ressens. Est-ce que quand on marche dans le chemin, de monde il vient jouer à haut parce qu'on a une manière de marcher les différents des autres? Est-ce que par notre orientation sexuelle, on a des difficultés pour trouver travail, ou est-ce que quand on porte plainte pour des violences d'oppression, des violences homophobes, est-ce que le bon policier, il vient prendre au point couillon, il prend pas au sérieux, ou il prend pas au sérieux aux bonnes plaintes? Et en tout cas, si ces personnes-là qui pensent que nous victimisent à nous, c'est que Banal est dans un autre cas de figure, c'est que Banal est dans une forme de privilège, et Banal ne va pas vivre justement ces formes d'oppression-là. Alors rapidement, moi, il y a 4 grands frères et un petit frère. Aujourd'hui, merci, ça va beaucoup mieux. Enfin, ça va beaucoup mieux, c'est parce que nous vivons peut-être plus dans le même espace.
Mais ben, il t'a fait comprendre à moi que moi, il était justement différent. Et que mon féminité pouvait déranger dans l'intimité, mais même surtout dans l'espace public. Voilà, bah, elle était mon à moi comme il était joué poupette, il était une coup de claque comme il était dans ce Katy Perry devant la télé, ou même il avait un peu honte comme il était marché dans le chemin. Donc quand il amène à moi à l'école, c'était un trottoir, enfin bah, l'un d'un côté d'un trottoir, moi de l'autre côté. Enfin voilà. Et moi, il m'en veut pas mon bon frère, tout simplement parce qu'il pense que s'il m'avait été construit comme ça et qu'il m'aurait confiné là-dedans, m'aurait fait pareil. Je veux dire, s'il m'était vivre dans une forme d'hétérosexualité et qu'il m'avait pas à vivre ça, il pense qu'il m'aurait été comme Bana. Alors que les vrais, pendant longtemps, m'a essayé de faire comme mon bon frère, m'a essayé marche comme un coq, comme dirait mon bon frère, pour faire les hommes, il te siffle un peu bonne tantine, mais n'importe quoi. Enfin, moi, m'a essayé tout ça là, mais il n'a jamais fonctionné, m'arrête comme ma mère, mais avec mon bonne manière. Après, voilà, nana, mon scolarité aussi, qui l'a bien fait comprendre à moi que ma féminité, en tout cas mon homosexualité, pouvait déranger. Et pour une petite anecdote, c'était quand il y avait un cours de PS, il y avait deux classes qui étaient réunies. Et ces deux classes-là, donc ça faisait environ un groupe de 25 garçons. Et au moment pour arriver au vestiaire pour se doucher, il y avait les 24 premiers garçons, et eux, Banal était dans un vestiaire et le 25e était dans un autre. Donc évidemment c'était moi. Et donc là, tout de suite, on rend compte que évidemment on a un souci, on a quelque chose qui vous dit comment ça se fait que moi il est tout seul dans le vestiaire, en tout cas il pose problème. Après, pour continuer sur ma scolarité, donc on arrive à l'école supérieure d'art, et là c'était le lieu de la réunion de fortes violences, en tout cas classistes, homophobes, ou en tout cas LGBT-phobes et racistes. Et justement, et le pire, c'est que quand on va dire à ces personnes-là qui est dans la structure de l'école, tant étudiant, tant le corps professoral, tant l'administration, vous expliquez à Z que Banal est homophobe, Banal vient dire attention, on est dans une école d'art. Mais moi, j'aimerais bien répondre à Zod que bien qu'on est dans une école d'art, il permet pas de fabriquer des violences, il permet pas de dire des violences. Il y a ça, et après, il y en a aussi, c'est qu'il dit. Il refait des blagues justement homophobes, et Banal vient dire que non, nous cause créole, en créole, il vient bien nous cater. Et du coup, c'est pareil, et c'est pas le créole, il va pas. Il reste homophobe, en tout cas, ces remarques-là, bien qu'on dit en créole, qu'on dit en français, il reste une forme d'homophobie. Donc, on n'a pas rien que ça, on n'a pas que ça qui pose un problème, parce que du coup, donc, on y avance dans mes études, quand on commence à travailler, proposer mes pièces dans les cours et durant les bilans, ils disent ok, c'est super, c'est bien, mais seulement tu peux être homosexuel, mais fais pas la folle. Il faut rester droit, essaie de rester concentré. Et donc, elle assimile finalement mon manière d'être à la folie, à une forme de maladie. Et ça, à l'époque, on n'avait pas ces outils-là pour répondre à ça, et donc on avait cette tendance-là à devenir un peu comme essayer d'aller dans un processus de respectabilité, mais avec le temps, on m'a rendu compte que c'était ma manière d'être, tout simplement. Donc voilà, donc le domaine de la culture, c'est quand même un milieu, il est quand même tellement sexiste, comme il disait, LGBT-phobe et raciste et classiste. Et moi, je m'y sors de Saint-Benoît, dans le deuxième collège le plus faible de La Réunion. Et quand il débarque dans la culture, il montre à moi bien que moi, il était d'où ça m'y sorte. Donc, il va aller jusqu'à disqualifier haute culture à la cour. Et il demande à eux de prouver une légitimité à exister justement dans ce monde-là, dans ce monde de la culture.
il demande de prouver qu'on est là une bonne connaissance d'une culture, mais qui ne garde même pas où. Donc, il est quand même aberrant. Ensuite, pour les questions de privilèges, bien sûr qu'il y en a des gros privilèges, mais il part du principe que quand nous parle de privilège, il est toujours en comparaison avec un autre moon, justement. De toute façon, notre société, les sociétés ne fonctionnent qu'à partir de la hiérarchisation des corps, et donc ne peut pas dire que nous n'avons point de privilèges. Donc nous avons forcément des privilèges, mais quelle qualité de privilège? Donc déjà, le privilège, à mon avis, il y a un privilège sur la couleur de peau, parce que je pense vraiment que la question du blanc à La Réunion les construit totalement différents. Et que donc la séparation entre l'homme blanc ou le corps blanc avec les personnes racisées n'est pas aussi franc que peut-être on pourrait retrouver en hexagone, en tout cas le peu de temps que moi m'a resté en hexagone. Et donc, bien que minéralisé, il pense que mon peau clair, il peut être vu comme une forme de privilège, donc ça c'est clair et net. Et il pense que les vrais, tout simplement, parce que c'est finalement se rapprocher de l'oppresseur. Donc voilà. Donc après, évidemment, on a vraiment beaucoup de privilèges. On a le privilège de ne pas faire face à la transphobie, de ne pas faire face au capacitisme ou même à la grossophobie, donc, et bien d'autres privilèges. Mais il y a le privilège de consacrer un peu, justement, à conscientiser justement sur ces sujets-là. Parce que Don n'a pas ce privilège-là, parce que on a des problèmes un peu plus urgentes. On a 2-3, il doit trouver une manière pour manger le soir, ou sinon aux autres moments les mourantes, ou même il doit trouver une manière pour payer les autres loyers. Et donc moi je pense que c'est vraiment un privilège d'avoir accès à ces théories-là, et surtout d'avoir le temps, de prendre ce temps-là, de comprendre ça. Donc moi je pense que la question du privilège, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps y penser. Il faut toujours remettre à nous en question. Et donc, moi, je pense que nous sommes toujours le privilégié de quelqu'un d'autre. Je vais rendre compte que il aura déjà soulevé certaines choses dans la précédente question, parce que moi, on a cette tendance-là à lier le territoire à ma recherche, je veux dire, comme il parle d'oppression, il lie tout de suite à un territoire et il ne peut pas séparer ça. Et donc, déjà, il parle à partir du FRAC de La Réunion, et donc parler à partir de cet espace-là, c'est déjà quelque chose. Ils vivent à La Réunion, et souvent comparé avec une grande capitale du monde, veut dire, il est difficile de rester dans l'anonymat. Veut dire, l'île de La Réunion est quand même géographiquement assez petit. Et nous sommes quand même dans un contexte de haine anti-LGBT, QQPI2SAA, et plus. Et c'est ce qui va obliger à nous de autant censure à nous, justement. Donc on a ce contexte post-colonial, on a ces restes-là, on a des habitudes, et il y a des attitudes qui sont racistes, mais ça, on a l'impression que nous retrouve... Enfin, je veux dire, on a un peu cette hypocrisie-là de dire que on est dans le vivre ensemble. Après, forcément, si on compare, si on vient comparer avec d'autres sociétés, effectivement, oui. Mais je veux dire, il y a quand même des formes de racisme, il y a quand même des formes d'homophobie qui existent ici à La Réunion, et elle est tout aussi violente. Donc d'où ça lui parle à partir d'une île où ça, la langue est toujours oppressée. Il parle à partir d'une île qui impose à lui une politique assimilationniste, où sa bonne école, ils mettent sous silence notre histoire à nous au profit de l'histoire de l'Hexagone finalement. Là où Nana Bonne Moon, il pense que notre passé, en parenthèse, que l'histoire coloniale, il fait partie du passé, donc il faudrait plus en parler. Mais il faudrait comprendre que notre histoire coloniale, que les vécus à La Réunion, il fait partie tout simplement de notre fabrication, de notre construction justement. Après, du point de vue
Je veux dire, tout à l'heure, il parlait du vivre ensemble, parce qu'on parle justement de cette pluralité ethnique, donc du point de vue d'Hexagone, qu'on vient voir justement à l'île de la Réunion. Il y a la question de la pluralité ethnique et pluralité culturelle, et c'est ce qu'on appelle justement, je veux dire, qui a refabriqué une unité sociale, et nous on appelle ça justement la créolisation. Justement, c'est ce processus d'acculturation pour aller, pour devenir créole, c'est-à-dire c'est amené justement, enfin, je veux dire, la Réunion s'est fabriquée à partir de plusieurs peuples, je veux dire, d'Afrique de l'Est, Madagascar, enfin je ne veux pas répéter tout ça qui a fabriqué justement la créolisation. Et donc, dans cet espace-là, malgré cette grande pluralité ethnique, il y a malgré tout de grandes stratifications sociales. Je veux dire, là, il peut y avoir de monde les séparer selon les majorités religieuses, ou même les minorités religieuses, selon les autres appartenances ethniques. Et moi, il n'y a pas de rien, mais il y a des discours, je veux dire, des discours religieux qui viennent justement, comment dire, qui va venir justifier des discours racistes, des discours anti-LGBT. Et après, je ne vais pas dire non plus que la religion, il fabrique nécessairement cette haine-là, parce que les personnes athées, il peut être bien plus violent que c'est, enfin, qui peut fabriquer de la haine en tout cas. Donc oui, voilà. Donc comment moi m'y engage à moi à travers mon île, en tout cas, dans mon travail plastique, m'arrêter de travailler d'un point de vue occidental et universaliste, ma fabrique ma pensée avec d'autres références, des références qui est plus proche de mon île, donc des références de l'océan Indien, qui est plus proche du coup de ma réalité. Et c'est quelque chose que moi je ne vois pas, tout simplement parce que quand on rentre à l'école supérieure d'art, les références qu'on a, c'est des références donc, dites universalistes, occidentales, enfin, qui est dans cette esthétique-là en tout cas. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, je me rends à ma compte que mon école est quand même ultra colonisée, quoi. Et donc, moi, pour faire face à ça, moi, j'essaie d'adopter, mais ça, c'est une attitude que nous sommes tous en train d'adopter, une attitude décoloniale. Après, pour ma part, j'essaie d'adopter une attitude queer et de venir queeriser justement mes pensées et mes choix. Donc, et moi, je pense que c'est vraiment, enfin, c'est pas seulement dans l'esthétique, c'est vraiment aussi dans le concept, c'est-à-dire d'aller vers une forme de pluralité, justement. Donc moi, je m'adresse vraiment en premier lieu à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres, donc à la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer, pansexuel, intersexuel, two-spirit, asexuel et bien d'autres corps, bien d'autres corps et bien d'autres encore, et donc aussi aux alliés. Donc moi, je me cause avec tous ceux qui vivent l'intersectionnalité, ça qui est dans ce bon multiples formes d'oppression, et ça qui vivent le racisme, le cassisme, le capacitisme, la transphobie, la lesbophobie, l'homophobie et bien d'autres encore. Mais m'adresse à moi, surtout et avant tout, à tout ça qui fait que cette bonne minorité-là il existe. Tout ça, cette haine-là. Et nous, je pense que Banal a besoin justement d'entendre à nous, d'entendre notre voix et de voir à nous, tout simplement. Et moi, je pense que justement, quand il demande à moi comment on engage à moi, ben, finalement, je pense que comment dire, mais je pense qu'il est dans ce devoir-là de parler. Je pense que que finalement, cette bonne souffrance-là, c'est pas quelque chose qui est personnel. Mais je pense que c'est justement une affaire qui est urgente. Et moi, je pense que c'est ma responsabilité en tant que conscientisé de pouvoir finalement avoir cette parole-là. Moi, je pense vraiment, m'a vraiment besoin d'avoir cette voix, je souhaite en tout cas avoir cette parole-là qui porte, là où justement, où d'autres voix, ils portent pas.
Donc c'est d'essayer de faire entendre à nous à travers plusieurs publics, à travers d'autres publics. Donc en tant qu'artiste, il est très important d'être visible dans des espaces institutionnels, évidemment, mais il est tout aussi important de proposer des actions dans des espaces moins conventionnels et donc fabriquer plus aussi d'inclusivité. Je pense qu'il faut que nous suscite justement le questionnement à travers les personnes qui ne posent pas ces questions-là. Donc voilà, il faut dire que mon bon engagement il est d'abord personnel parce que il est moi-même victime de ces quelques oppressions-là, donc en raison de mon identité sexuelle et mon métissage par exemple. Et comme diraient plusieurs d'entre nous, d'entre nous, c'est que ça l'est vécu donc personnellement, l'est finalement politique. Donc après, il est vrai que moi, il m'engage de manière moins bien virulente sur d'autres formes d'oppression, comme sur la question. Parce que moi, il me demande à moi, est-ce qu'il est légitime à parler du capacitisme ou de la transphobie? Parce que est-ce que moi, ils vivent ça? Est-ce que moi, ils ne vivent pas ces formes d'oppression-là? Mais par contre, ils pensent que s'ils n'en parlent pas, c'est finalement refabriquer les mêmes mécanismes d'oppression, donc invisibiliser ces violences-là en tout cas. Donc moi je pense qu'on doit en parler, mais avant tout se présenter, dire qui on est. Donc mon engagement il devient collectif à partir du moment qu'une communauté ils vivent les mêmes souffrances, au sein d'ENA, les mêmes oppresseurs justement qui est face à nous. Et pour finir, justement, je m'engage à moi depuis quelques années avec 2-3 associations qui luttent contre le sexisme ou la LGBT-phobie. Et aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que ces bonnes associations-là, en tout cas quelques associations, elles étaient très éloignées de ma réalité et de la réalité des personnes, des Réunionnais habitant à La Réunion. Depuis le commencement de mon travail, m'engage à moi à dénoncer les bonnes oppressions et en premier lieu la question de l'homophobie. Et plus récemment, m'a développé un projet pour penser justement la diversité sexuelle et la pluralité des genres, exactement à La Réunion, donc il s'agit de Requeer. M'a voulu fabriquer ce projet à la suite de mon séjour à Bruxelles, un séjour Erasmus où ça m'a pu fréquenter des lieux communautaires comme des cabarets, des cabarets de drag queer, m'a pu fréquenter la Marche de Fierté ou bonne exposition ou des théâtres extrêmement engagés sur les questions queer. Et me rendre moins compte que, en revenant à La Réunion, que c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est des choses qui n'existent pas à La Réunion. Et il n'y a point d'espace pour accueillir cette communauté queer à La Réunion, et tout ça qu'aussi ils vivent l'intersectionnalité. Il veut dire que l'ENA, évidemment, des associations qui va accueillir les personnes de la communauté LGBT, plus ou des personnes qui sont victimes de racisme. Mais est-ce qu'il y a des associations qui sont en lutte commune, contre le racisme au même endroit et au même moment contre la LGBT-phobie? Pour l'instant, c'est quelque chose que m'a pas encore vu à La Réunion. Et donc c'est à partir de là que moi m'a voulu proposer Requeer pour que nous puissions intégrer à nous pleinement dans des espaces tout simplement LGBT qui ne va pas rejeter cette idée que les personnes racisées peuvent vivre une double discrimination. Donc il fallait que je fabrique mon propre espace de résistance, donc Requeer, est donc le préfixe de La Réunion, et aussi le préfixe des verbes refaire, redéfinir, repenser. Et donc c'est vraiment d'une certaine manière d'essayer de territorialiser le queer, c'est essayer d'amener vers un queer situé tout simplement.
voilà, donc avec le projet Requiem, il propose des événements qui maillent entre le monde de la nuit et finalement la recherche, un labo de recherche, et il y en a des dispositifs de réflexion que les liés avec plusieurs études postcoloniales, féministes et queer. Et voilà, donc le projet prend de multiples formes entre expositions, soirées de visibilité, conférences, des ateliers et performances, pour essayer de toucher justement un large public et d'avoir plusieurs modalités d'action. Donc voilà, et voilà tout simplement. Donc la question du public est ultra important, et essayer d'amener, de passer d'un public passif à un public plutôt comme collaborateur à la recherche, c'est des questions qui finalement qui interpellent à moi dans Requeer et dans ma recherche de manière plus globale. Aujourd'hui, il pourrait être aberrant de répondre par non à cette question-là. Donc, quasi tout le monde, il peut dire que ce sont des féministes, mais est-ce que c'était le cas avant? Moi, honnêtement, il pense qu'il ne veut rien dire de répondre que par oui ou que par non. Il faudrait nous commencer par demander à nous, déjà, tout simplement, c'est quoi être féministe? Qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement? Parce que dans son premier définition, ce serait d'abolir le bonnes inégalités entre bonnes vogues et bonnes femmes, et ce serait d'inscrire à nous contre le sexisme. Et là, la plupart, ils pourraient dire être féministes. Mais donc, quel type de féministe de féminisme en tout cas? Avec le temps, il pense que le féminisme la prend quand même la prend un peu plus d'ampleur et la maille azote avec d'autres études, avec les études coloniales tout simplement, post-coloniales. Et moi, je me retrouve vraiment assez bien dans ce que dit Françoise Vergès, de ce qu'elle dit à propos d'un féminisme décolonial qu'elle a publié en février 2019. Quand il parle à nous de décoloniser le féminisme, là, il vient lier donc plusieurs luttes, donc une lutte contre le racisme, contre le sexisme et contre le classisme. Donc, à un moment donné, nous la rendons à nous compte que nous avions en face de nous les mêmes oppresseurs, et donc nous l'a dit à nous, pourquoi pas nous lier, tout simplement. Donc, allons allier à nous pour combattre ces oppresseurs qui sont toujours les mêmes. Et donc moi, je serais plutôt pour un féminisme donc, inclusif, mais les féministes seulement, soudainement, il vient prendre en compte de multiples corps, enfin en tout cas la pluralité des corps. Donc il m'inscrit à moi donc, contre un féminisme civilisationnel. Et il est vrai que le féminisme, le féminisme universel, malgré tout, universel. Le féminisme blanc, il était quand même nécessaire pour moi, parce que c'est des choses que l'appui amène à moi vers les questions d'intersectionnalité, pour que moi, je fabrique mes propres luttes, donc à mon endroit. Et donc, j'avais besoin de ça pour comprendre le féminisme du Sud, tout simplement. Donc c'était pour moi une première étape pour soulever ces autres questions-là. Pourtant, bien que je me reconnais à moi un peu plus dans le féminisme du Sud, je me sens moi bien plus à ma place dans les questions de lutte queer. Voilà, tout simplement, ils ne vivent pas le sexisme de la même manière qu'une femme. Donc, à moi, en tant que ce que moi, il est, oui, il va défendre les causes du féminisme, mais un féminisme qui va prendre en compte donc, tous ces autres corps, toutes les formes d'oppression, donc ce que je me disais depuis le départ. Donc il est pour toutes les luttes, qu'il est pour le bien de toutes et de tous, mais les féministes avec un est, avec un est, mais les féministes décoloniales, mais les féminismes anarchistes, mais les transféministes, mais les féministes queer, mais les féministes intersectionnels.